J'ai sans doute, à notre époque où l'homme se désindividualise au bénéfice de groupes, commis le péché d'individualisme. Ce péché mortel, j'en ai sucé le lait chez mes maîtres. Picasso nous en donne l'exemple type et il pousse la méthode jusqu'à sanctifier ce qu'on a coutume de nommer des fautes, de telle sorte qu'il n'en peut jamais commettre une seule. L'individualisme consiste en effet à s'écarter d'une norme, fort mouvante elle-même, à couper la vague, à imposer aux habitudes un perpétuel croc en jambe, à être vrai, coûte que coûte, d'un vrai qui n'est pas celui des autres, et les incline à le prendre pour paradoxe et pour mensonge. L'individualisme s'acharne à désobéir, jusqu'à ce qu'il entraîne à sa suite assez d'électeurs pour que sa désobéissance devienne un dogme, et que ce dogme soit à son tour vaincu par un nouvel hérétique. C'est pourquoi les poètes sont crus menteurs, comme on croyait menteur Marco Polo, jusqu'à son dernier souffle. Venise l'appelait le menteur, et singeait ses souvenirs par dérision en les traitant de songes. Et il racontait peu. Il n'existe rien de plus digne, ni de plus féroce, que l'étonnant dialogue entre Marco Polo à son lit de mort et le prêtre notaire qui l'assiste. Ce prêtre, qui le suppliait de confesser qu'il était un menteur, que ses découvertes n'étaient que mensonges, lui dit entre autres choses: comment notre Seigneur Jésus-Christ aurait-il pu descendre sur une terre ronde? Marco Polo a 70 ans. Jusqu'à 28 ans, il vécut en Chine, à la cour mongole de Kubilai, lequel, lui, le croyait et se montrait par exemple fort curieux du pape. À Venise, Marco Polo s'était enveloppé dans ce grand nuage triste où les âmes solitaires cherchent un refuge contre une société qui les repousse. Mais, en ce qui concerne l'accusation de mensonge, il ne transige pas, il s'acharne avec douceur. Malgré toutes les menaces, il dicte un testament que l'incrédulité du prêtre notaire risque de rendre non valable. Il ferme les yeux. Il revoit le prince qui, chaque matin, ordonnait au soleil de se lever. Il revoit le faste des festins et des chasses, l'armée de jongleurs et d'acrobates avec laquelle le prince lui demanda de vaincre les îles, de franchir l'infranchissable, de feindre des miracles. Il revoit la princesse qu'il conduisait en Perse à son retour. Ils aperçurent ensemble à Sumatra des licornes que n'apprivoisent pas les vierges. Il revoit cette flotte, peu à peu détruite. Il revoit ces dernières hardes aux poches pleines de perles et d'émeraudes. Il revoit ces 3 années sur des mers dangereuses qu'on prenait pour des lacs. Il revoit comme un monde intérieur, puisqu'il ne peut le communiquer, ce monde réel, ce rêve qui n'en est pas un, et qui, longtemps après sa mort, conservera le fantomatisme du rêve. Cette mort de Marco Polo, il n'est point, à mon estime, plus tragique figure d'une solitude, de cette solitude où vivent les poètes, témoignant d'une vérité qui leur est propre, alors qu'on les traite de rêveurs. Un homme ne peut être admiré sans être cru. Tout le reste est fantaisie. Fantaisie, terme atroce, insulte qu'on nous prodigue sans cesse, sous prétexte de nous rendre hommage. Le récit de ma vie serait semblable à ceux de notre Vénitien. J'y renonce. J'en dessinerai une ébauche aussi pâle que les cartes géographiques du XIIIe siècle. Peut-être un jour, quelque linguiste de l'âme déchiffrera-t-il mes signes, découvrira-t-il que je parlais une langue vivante et morte, celle que Rilke estime être commune à tous les poètes, même s'ils ne peuvent s'entendre, et de même que Marco Polo devait parfois se demander s'il avait dormi 30 années, le poète se demande s'il a pu faire ce qu'il a fait, et dont la naissance ne semble possible que par les noces mystérieuses du conscient et de l'inconscient.